Bonjour à tous, donc je suis Thomas Joniot, je suis en charge des services de cybersécurité pour Siemens Digital Industries France. Aujourd'hui, je vais évoquer avec vous le sujet de la cybersécurité des systèmes industriels et notamment comment rester protégé à l'ère du digital. Donc je vais tout de suite couper ma vidéo et passer sur la présentation. Alors, ce que nous verrons aujourd'hui donc en trois parties, c'est tout d'abord un état des lieux de la cybersécurité industrielle, comment se protéger, notamment des attaques, et à la fin, pourquoi Siemens est un partenaire de confiance de l'État et comment nous pouvons vous accompagner. Alors tout d'abord, un état des lieux de la cybersécurité industrielle. En plus, c'est tout à fait c'est tout à fait le sujet aujourd'hui. Il faut savoir que on part d'un état où avant, il y a encore quelques années, on avait deux environnements qui cohabitaient, qui travaillaient ensemble, mais ne se parlaient pas encore forcément. Je parle de l'environnement informatique bureautique d'un côté, l'IT, et ensuite, l'environnement industriel, l'informatique industrielle ou l'OT de l'autre côté. Aujourd'hui, on va interconnecter de plus en plus les réseaux entre eux. On va avoir des données qui vont transiter au travers des architectures IT-OT pour des raisons tout à fait valables, pour un gain de productivité, par exemple, pour avoir un peu plus d'informations sur ce qui se passe aussi côté production. Mais bien évidemment, cette interconnexion va également augmenter la surface vulnérable aux cyberattaques. On le voit aujourd'hui, eh bien, le coût mondial pour l'économie de la cybercriminalité pardon, est à peu près de 400 milliards de dollars par an. On le voit aussi dans l'actualité, même si vous ne regardez pas un magazine spécialisé, ne serait-ce qu'en ouvrant un journal toutes les semaines, eh bien, vous voyez qu'il y a des cyberattaques en permanence. Et en plus, la tendance s'est accentuée depuis l'année dernière avec la crise sanitaire. C'est aussi dû au fait que notamment, on a de plus en plus besoin de travailler à distance. On a besoin aussi d'accéder aux environnements industriels à distance, à faire du remote access par exemple. Et tout cela eh bien, augmente également les risques de piratage vis-à-vis des entreprises. Donc il faut bien comprendre que les cyberattaques, elles vont toucher toutes les entreprises, celles du CAC 40, les PME, les ETI, peu importe la taille, peu importe les marchés, que ce soit l'agroalimentaire, l'aéronautique, la métallurgie, c'est vraiment toutes les entreprises qui sont aujourd'hui touchées par ce phénomène. Donc c'est vraiment quelque chose, la cybersécurité pour les systèmes industriels, c'est quelque chose qui s'accentue et qui démarre, entre guillemets, d'un point de vue historique, vis-à-vis de l'IT. On le voit également sur une échelle de temps. Plus on avance vers cette industrie 4.0, et plus le nombre de logiciels malveillants, d'attaques, eh bien, s'accentue également avec le temps. Alors, bien évidemment, les challenges par rapport à la cybersécurité, il y en a plusieurs, mais pour la partie industrielle spécifiquement, eh bien, on va en retenir surtout trois. Le challenge de protéger la production, donc la protéger contre, par exemple, des incidents qui viendraient de l'extérieur et qui augmentent justement à cause de cette connectivité, des mauvaises pratiques internes, et également les menaces de manière générale qui sont en augmentation. Le deuxième challenge sera la réduction des coûts. Alors bien évidemment, il faut réduire les coûts du personnel qualifié, des technologies de sécurité qu'il faut malgré tout mettre en place et qui sont importantes. Et puis, il faut également être conforme vis-à-vis de la régulation. Alors,
qu'est-ce que je mets derrière la régulation? Ça va être par exemple les exigences pragmatiques en matière de rapports, de process que l'on connaît, des normes également, mais des exigences également en termes de savoir-faire sur la partie cybersécurité. Alors, les challenges vont être similaires entre l'IT et l'OT, mais dans la réalité, on va s'apercevoir que sur le terrain, il y a quand même des différences qui existent. Si on regarde au niveau de la priorisation, eh bien, côté informatique, la priorité, ça va être notamment d'assurer la confidentialité. Il faut que les données restent confidentielles. Ça ne veut pas dire que la confidentialité n'est pas présente côté industriel, côté OT. Ça veut dire que la priorité pour les industriels, ça va être d'abord la disponibilité et la sûreté de fonctionnement. Il faut que le produit final sorte à la fin, par exemple, d'une chaîne d'assemblage. Il faut que ce soit l'eau, le gaz, peu importe, soit distribué à la fin d'un réseau de distribution. La confidentialité sera présente, mais elle sera en dessous, en termes de priorité, par rapport à la disponibilité et la sûreté de fonctionnement. Ça va se ressentir également au niveau, par exemple, des investissements. Comme je vous le disais, historiquement, on va d'abord aborder le sujet de la cybersécurité côté IT. Côté OT, aujourd'hui, c'est un sujet qui est soit ignoré ou bien dont la maturité est encore faible. Ça va se ressentir aussi au niveau du cycle de vie des assets. En général, côté IT, vous installez un système, un équipement pour 3 à 5 ans et après, vous allez le remplacer. Côté industriel, lorsque vous construisez une usine ou lorsque vous installez, je ne sais pas, une machine ou tout autre équipement industriel, en général, c'est fait pour durer 15, 20, 30 ans, 40 ans. Au niveau du cycle de vie des logiciels, c'est pareil. Côté informatique, vous allez migrer, vous allez faire des mises à jour plus ou moins forcées de ce côté-là. Côté industrie, eh bien, plus longtemps existera une pièce de rechange sur du matériel, sur une machine, eh bien, plus longtemps également sera présent le logiciel, même si celui-ci est obsolète. Au niveau de la cartographie des assets, c'est pareil. On voit qu'en général, les assets IT sont bien connus, bien maîtrisés. Côté OT, quand on pose la question à un client dans une usine, bien souvent, il ne sait pas exactement ou à 100% ce qu'il y a de présent, d'installé dans son usine. Et ça rejoint le point du cycle de vie des assets, c'est-à-dire que parfois, un équipement a été installé il y a 15 ans, la personne qui l'a installé est peut-être partie ailleurs ou bien est partie en retraite, la connaissance s'est perdue et donc on ne sait plus à quoi correspond exactement chaque élément. En termes d'hétérogénéité, c'est pareil. Bien souvent, dans l'IT, on va être sur les logiciels, les derniers logiciels comme Windows 10, par exemple. Côté industriel, l'hétérogénéité est très élevée. On peut trouver des logiciels de Windows 95, par exemple, jusqu'à Windows 10. Et le concept de protection également se fait ressentir par ce biais-là. On va protéger au niveau IT, on va se baser sur les standards, donc par exemple appliquer des patchs, des correctifs. Côté industrie, on va beaucoup se baser sur les cas, sur les cas terrain et les risques. Si on fait un petit focus sur les menaces les plus critiques, donc le top 10, alors là, ce sont des chiffres de 2019, donc ce n'est pas encore trop obsolète, je dirais. Si on prend les 5 premiers, on voit que les 5 premières menaces dans le classement, c'est le malware qui serait arrivé par un support amovible, donc ça peut être une clé USB par exemple, ou bien un disque dur externe, peut-être pour faire une sauvegarde par exemple. Ça peut être le malware arrivé au travers d'Internet ou de l'intranet. Ça peut être également c'est également le sabotage ou l'erreur humaine. Il ne faut pas oublier que l'humain est un point très important aussi dans la cybersécurité. Ça peut être également la compromission de l'extranet ou de composants.
ou encore l'ingénierie sociale et le phishing, c'est-à-dire récupérer par exemple des informations sur une entreprise ou quelqu'un et de fil en aiguille arriver à pénétrer le système par ce biais-là ou envoyer un mail sur lequel vous cliqueriez sans le faire exprès et vous diffuseriez un logiciel malveillant. Si on regarde également au niveau des systèmes d'exploitation, eh bien, on s'aperçoit aussi de l'obsolescence. Je vous le disais tout à l'heure, on peut encore trouver des Windows très anciens. Windows NT n'est plus maintenu depuis 2004, Windows XP depuis 2014, Windows 7 depuis 2020 et Windows 10, ce sera en 2025. Donc, je pense que certains verront que des systèmes qui sont présents dans cette liste sont encore installés, notamment dans certains sites de production. Alors, qui va attaquer les systèmes industriels? C'est vrai que la question est assez vague. J'ai mis quelques exemples, mais c'est vrai on peut avoir plein de cas différents à chaque fois. On peut avoir des logiciels programmés pour attaquer tout le monde, entre guillemets, pas vous spécifiquement, mais toute entreprise, tout système qui lui aura permis de rentrer à l'intérieur. Donc, ce sont vraiment des attaques non ciblées. On peut avoir des personnes qui ont peu de connaissances en informatique, mais qui vont arriver à faire beaucoup de choses, beaucoup de dégâts sur un système qui ne serait pas protégé. Ces personnes-là veulent simplement prouver qu'elles sont capables de faire des choses et que le système n'est justement pas protégé. Ensuite, on peut avoir aussi des attaquants isolés qui, eux, sont un peu plus matures, un peu plus entraînés également et vont avoir des objectifs un peu plus centrés. On peut avoir des organisations privées qui voudront faire passer des messages, ce qu'on va appeler des activistes. Et puis, on peut avoir des attaquants étatiques, tout simplement eh bien, des États derrière, des armées qui seront là pour se battre sur le terrain dématérialisé de la cyber contre d'autres ennemis. Et alors, pourquoi attaquer un système industriel? Eh bien, il y a pareil, à chaque fois, les scénarios sont divers. On peut avoir la partie rançongiciel, c'est-à-dire que je veux récupérer de l'argent, je vais bloquer votre système et si vous me donnez de l'argent, je vais vous donner les moyens de débloquer votre système. Donc là, on va chercher à gagner, ça va être le profit en fait, tout simplement. Ça peut être espionnage par exemple du concurrent. Je veux savoir ce qu'il fait, je ne sais pas, quel avion sortira dans 10 ans, et du coup, je vais essayer de voler les plans de cet avion. Alors, ça peut être directement une entreprise, une grande entreprise, ça peut être également par le biais d'un bureau d'études qui travaille avec la grande entreprise. Ça peut être une guerre électronique, donc je vous le disais tout à l'heure, avec la partie étatique notamment, et des armées qui seraient derrière les postes de travail. Ça peut être aussi du cyberterrorisme, c'est-à-dire que au lieu de faire exploser physiquement quelque chose ou de commettre un attentat physiquement quelque part, eh bien, on va vouloir détruire un site de production, par exemple, ou un site de distribution de gaz ou de pétrole en s'infiltrant sur le système. Donc, il faut bien comprendre que aujourd'hui, c'est très compliqué d'avoir quelque chose une idée précise de qui m'attaque et pourquoi. Des fois, les raisons sont cachées et il peut y avoir beaucoup de choses derrière une cyberattaque. Ce qu'il faut bien retenir aussi, donc pour finir cette partie-là, c'est que les entreprises, le système industriel d'une entreprise n'est plus épargné par ce genre d'actes. Alors maintenant, on va voir comment se protéger. C'est vrai qu'il y a plusieurs éléments à prendre en compte. J'ai essayé de résumer en quelques points, je dirais, les plus importants. Donc, tout d'abord, il faut penser la cybersécurité dès le départ, ce qu'on va appeler le security by design ou secure by design.
il faut penser la sécurité dès la conception. Alors, la conception de quoi? D'un logiciel, par exemple, d'un équipement, une machine ou un équipement industriel. Les machines, donc là, je pensais plutôt aux sociétés type constructeurs de machines, les OEM, mais également penser la cybersécurité dès le début d'un projet. Dès lors que vous pensez, dès lors que vous mettez ce facteur dans votre projet, eh bien, vous allez aussi réduire les coûts pour vous de cet aspect-là, parce que si vous êtes, par exemple, vous construisez une usine et vous revenez après sur l'aspect cyber parce que vous n'y avez pas pensé au départ, vous allez rajouter un coût qui n'était pas prévu. Si vous le mettez, si vous pensez à cet aspect-là dès la conception, dès la phase de réflexion de la construction d'une machine ou d'une usine, eh bien, ce sera prévu dans le budget et ce sera beaucoup plus simple pour vous ensuite pour protéger bien ce fameux site de production. On est tous concernés. Bien souvent, j'entends dans des discussions, on me dit ouais, mais moi on m'a pas prévenu qu'il fallait que je mette de la cybersécurité. Un autre dira oui, mais moi on m'a pas demandé de mettre de la cybersécurité dans le cahier des charges. Ok, on est tous concernés, que ce soit le constructeur industriel, l'intégrateur, le distributeur, le bureau d'études ou le client final. On est tous des maillons dans la chaîne et on doit évoquer, on doit parler de cet aspect cybersécurité, que ce soit côté IT ou côté OT. Et l'avantage, je dirais, d'être à cette ère du digital, d'être en amont d'un projet, c'est vraiment aussi de pouvoir réduire ses coûts. Alors, un autre point qui est très important, je vous parlais tout à l'heure de l'humain qui était essentiel dans la cybersécurité. L'humain, c'est un peu ce qu'on va considérer comme le maillon faible. Et ce maillon faible, il faut le sensibiliser, il faut le former. Il faut former les équipes à l'aspect cyber-industriel. Ça ne veut pas dire, faire de tout le monde des experts dans le domaine, loin de là, mais simplement de sensibiliser les gens, les équipes, même côté service comptable, service RH, peu importe le rôle que l'on occupe dans une entreprise, il faut se sensibiliser au sujet pour appliquer, je dirais, des moyens pragmatiques, pour appliquer des bonnes pratiques dans la vie de tous les jours, pour travailler, continuer à travailler, mais tout en le faisant de manière sécurisée. Alors, je prends un exemple, je vais parler de mon cas, hein. Côté Siemens, nous avons deux types de formation et de sensibilisation. Un module de e-learning qui dure 1 heure pour sensibiliser tous les salariés sur les risques de la sécurité industrielle et également une formation présentielle labellisée par l'ANSSI, la formation DI Cyber. L'autre point également qui est très important, c'est effectuer une analyse de risque et de vulnérabilité. C'est vraiment un point de départ si vous voulez aussi prioriser et connaître des mesures à mettre en place. Alors, quand je parle de mesures, ça peut être des mesures au niveau processus, au niveau technologique et autres. Le point de départ, ça va être l'analyse des risques et des vulnérabilités. Au travers de différentes méthodes, on va mettre en lumière par rapport à vous, spécifiquement votre métier, votre activité, quel risque qu'est-ce que vous risquez comme type de cyberattaque, qui pourrait vous attaquer, qui pourrait vouloir s'en prendre à vous, et quel est le niveau de sécurité que vous avez aujourd'hui. Si vous vous faites attaquer demain, combien vous allez perdre en termes d'argent parce que votre usine va être arrêtée pendant X temps et ne pourra pas repartir en production avant un certain temps. Donc tout ça, c'est mis en lumière au travers de cette analyse. Donc c'est vraiment le rapport qui est donné à la fin d'une analyse, c'est vraiment un outil qui vous aide à prendre les décisions pour la suite et également vous éviter je dirais, d'investir de l'argent sur des endroits qui ne seraient pas tout de suite pertinents pour vous. Ensuite, au niveau technologique, on se dit, OK, je dois protéger ma production, mais comment je vais faire? Alors, ce qu'on va préconiser chez Siemens, c'est le concept de défense en profondeur.
Ce concept, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement de dire, aujourd'hui, si vous construisez un seul niveau de défense, un mur de sécurité, ça ne suffit pas. Il suffit que le hacker ait pris des informations sur vous, sur votre société, et des connaissances sur les technologies qui sont présentes chez vous. Eh bien, ce sera très rapide pour lui. Aujourd'hui, ça ne prend que quelques minutes, voire quelques secondes pour pénétrer un système. Eh bien, voilà, ce sera beaucoup plus rapide pour lui d'accéder à votre système et de faire des dégâts. Par contre, la défense en profondeur, ça va consister à créer plusieurs niveaux de défense, plusieurs niveaux de sécurité qui seront indépendants les uns des autres. Et donc, si un premier niveau tombe, il y aura toujours les autres niveaux pour protéger le système. Ça vous permettra à vous, industriels, eh bien, tout simplement de mettre en place les moyens pour soit bloquer l'attaque, soit pour réduire l'impact qu'elle aura sur le système, éviter que ça se propage partout. Si je pense notamment à la segmentation des réseaux, eh bien, bloquer et compartimenter certaines zones de votre architecture et éviter que l'attaque se propage. Donc, un hacker n'aura jamais toutes les connaissances sur toutes les technologies qui existent au monde, c'est impossible. Donc, ce sera tout l'intérêt de créer ces différents niveaux de protection. La gouvernance et le process, également très important. La cybersécurité, ce n'est pas que de la technologie, ce ne sont pas que des solutions techniques, c'est aussi de la gouvernance et du process. Alors là, je vous ai pris comme exemple ce que nous appliquons également à nous-mêmes, c'est-à-dire que vous devez créer une organisation qui permet de gérer les aspects de la sécurité à tous les niveaux. Donc pour prendre l'exemple de Siemens, nous avons à chaque niveau, depuis la partie développement et ingénierie projet jusqu'au niveau du COMEX, nous avons des personnes qui sont en charge et qui sont garantes de la sécurité tout au long du cycle de production d'un équipement pour garantir justement qu'en sortant de l'usine, eh bien, il est déjà un premier niveau de sécurité pour vous. Ensuite, l'autre aspect, ce sera les processus. Donc, créer des référentiels, créer des process, créer des guides de bonnes pratiques pour chaque personne présente dans votre société. Il n'y a pas que les automaticiens, les informaticiens, les maintenanciers, etc. Il y a aussi la personne qui est côté RH, qui est côté comptabilité. Tout le monde peut être la cible d'un hacker et donc tout le monde doit être concerné par la cybersécurité. Un exemple tout bête, le fait tout simplement de ne pas cliquer sur un mail que l'on reçoit et dont on ne connaît pas la provenance ou bien dont on n'a pas vérifié si la pièce jointe était infectée ou pas, eh bien, ça, c'est, je dirais, même une bonne pratique pragmatique à appliquer par chacun. Vous pouvez vous appuyer pour cette création de gouvernance et de process sur des normes. Alors, côté industriel, la norme que l'on va suivre en général, c'est l'IEC 62443. C'est le pendant de l'ISO 27001 côté informatique. Dans cette norme, vous avez plusieurs tomes divisés en plusieurs catégories, donc notamment les procédures et tout ce qui est process qui sont évoqués. Vous pouvez vous appuyer sur ces éléments. C'est une norme qui est internationale et donc vous pourrez la retrouver autant en France que dans d'autres pays. Et d'ailleurs, c'est également la norme sur laquelle Siemens s'appuie. C'est pour ça que nous avons été certifiés par le TÜV dans la conception de nos équipements industriels. Installer ensuite également des produits et des solutions dont la robustesse a été démontrée. Donc, encore une fois, pour m'appuyer sur l'expérience de Siemens, nous, ça fait quand même 10 ans qu'on travaille sur la cybersécurité. On a commencé en 2012 à tester des équipements. Alors certains, vous le verrez peut-être dans la liste, sont obsolètes, mais à l'époque, en 2012, existait la certification H-Shield de WorldTech. Et donc, nous avons commencé par tester ces éléments-là à l'époque et à les faire certifier. Ensuite, pour la partie française spécifiquement,
Nous avons également commencé à travailler avec l'ANSSI depuis de nombreuses années. Et en 2017, a été certifié, alors d'abord en 2016, pardon, ont été certifiés des premiers automates ainsi que le premier switch industriel, le XM408. Et ensuite, en 2017, est arrivée la qualification de la gamme d'automates S7 1500, qui a été renouvelée ensuite en 2019. Et pour l'actualité, en fin d'année dernière, vous avez trois nouveaux modèles de S7 1500 qui ont été qualifiés par l'ANSSI, donc le S7 1517H, le 1513R et le 1515F, donc notamment pour la partie redondance. Gérer vos vulnérabilités, donc c'est très important une fois que vous installez des équipements, quelle que soit leur marque, de bien surveiller les bulletins de sécurité des constructeurs, que ce soit des constructeurs et des éditeurs également, que ce soit Microsoft au travers de ses KB, ou bien même Siemens qui possède un CERT, un product CERT. Nous publions également, parce que nous avons fait le choix de la transparence, nous publions des bulletins de sécurité si on s'aperçoit que des vulnérabilités ont été trouvées, soit par notre équipe de recherche et développement, soit par des organismes ou des hackers éthiques avec lesquels nous travaillons. Donc, ce CERT, vous pouvez vous y abonner de façon gratuite en allant sur la page du CERT de Siemens. Juste pour faire un rappel rapide sur les normes, si on regarde l'environnement des normes et des recommandations des organismes reconnus dans le monde, on va s'apercevoir qu'elles ont toutes des liens entre elles. Si on regarde de manière générale, tout en haut, on va avoir la gestion du risque avec l'ISO 31000, par exemple. Et puis, à l'intérieur, on va retrouver donc la sécurité des systèmes d'information avec l'ISO 27000 ou ISO 27001. On va retrouver la cybersécurité pour les systèmes industriels avec l'IEC 62443. Et on s'apercevra que l'un des tomes que je vous ai montré tout à l'heure dans l'IEC 62443 est en lien avec l'un des paragraphes de l'ISO 27001. Et puis, côté sûreté de fonctionnement, puisqu'on ne peut pas parler de cybersécurité sans parler de sûreté de fonctionnement, la safety en anglais, eh bien, on s'aperçoit également que l'IEC 62443 évoque également la partie sûreté de fonctionnement, et notamment la norme ISO 61508 pour la partie fonctionnelle. Donc, en fait, quand on parle de cybersécurité des systèmes industriels, on parle aussi, on touche à la partie IT et on touche à la partie safety. C'est pour ça que dans le processus, il y a quand même différents acteurs qui sont impactés sur un site de production. Alors, si vous voulez regarder au niveau de ces normes, il en existe plusieurs qui sont internationales, qui sont plus spécifiques à des secteurs d'activité comme l'IAEA pour l'énergie atomique, l'ANSSI pour la France. On va retrouver quand même au niveau international l'IEC et l'ISO. Aux États-Unis, vous retrouverez aussi la partie NIST ou le NERC pour la partie énergie. Donc attention, dans certains pays, vous avez des clients peuvent être soumis à des réglementations particulières de par leur statut. Et donc, c'est très important aussi de regarder si vous avez cette liberté de choisir la norme sur laquelle vous voulez vous appuyer, ou bien si vous devez quand même respecter je dirais des choses un peu plus précises vis-à-vis du contexte. D'ailleurs, si je fais un focus sur la France, aujourd'hui, au niveau de l'ANSSI, vous avez un catalogue d'équipements qui existe, un catalogue qui évoque autant la partie IT que OT. Alors, côté OT, côté protection des systèmes industriels, bon, le catalogue est encore assez light, je dirais, puisqu'il existe trois principales solutions, une suite logicielle, la gamme des automates S7 1500 de Siemens et la partie firewall avec Storm Shield. Ce qu'il faut bien retenir par rapport à l'ANSSI, c'est que si vous êtes dans le cadre d'un OIV, vous devez déclarer vos SIV et les homologuer.
donc au sens de la loi de programmation militaire du terme. Ce que va recommander l'ANSSI, donc c'est une recommandation, c'est d'acheter du matériel qualifié. L'avantage d'acheter ce type de matériel, c'est qu'il est pré-homologué, à condition que vous restiez dans le périmètre de la qualification. Et donc, un auditeur qui vient derrière verra l'équipement ou la solution et dira « OK, le site respecte tel élément ». Donc, c'est aussi un gain de temps et d'argent derrière pour un auditeur. Alors, pourquoi Siemens est un partenaire de confiance de l'État et comment on peut vous accompagner? J'ai commencé un petit peu à y répondre précédemment. J'ai juste terminé par cette partie-là, notamment par vous expliquer au niveau du concept de défense en profondeur, comment ça se traduit concrètement chez Siemens. Alors, vous voyez à gauche les 3 niveaux de sécurité, donc la partie physique, la partie réseau et la partie système. Chez Siemens, ça va se traduire par 2 grands axes. Tout d'abord, nous avons des produits et des systèmes qui intègrent des fonctionnalités de sécurité, par exemple la protection de la connaissance et la protection contre la copie, des fonctionnalités pour l'authentification et la gestion des droits utilisateurs, des fonctions de firewall ou de VPN, et également des fonctions pour le durcissement des systèmes ou des endpoints, la supervision et la détection des anomalies. Le deuxième grand axe, ce sera le portfolio de services de cybersécurité, donc qui est spécifiquement fait pour la cybersécurité et qui permet de rajouter une couche de sécurité supplémentaire, comme on l'a vu, une brique au château supplémentaire pour protéger la production. Alors, je refais du coup la petite passe sur la partie automate, équipement. Nous avons donc la gamme d'automates S7 1500 qui est qualifiée par l'ANSSI et qui a été requalifiée même en 2019, puis les derniers modèles pour la partie notamment redondance, ainsi que la formation DI Cyber qui est labellisée SecNumEdu par l'ANSSI. Au niveau du réseau, on a des switches industriels qui sont également qu'on peut installer pour renforcer la sécurité d'une architecture industrielle, donc notamment la gamme de Scalance S et X. Le XEC 200 est qualifié IEC 62443, la norme dont je vous parlais tout à l'heure. Et chaque équipement Siemens, que ce soit les automates ou les Scalance S, et autres d'ailleurs, chaque équipement sortant d'une usine Siemens aura ce niveau de sécurité puisque chaque usine Siemens est qualifiée IEC 62443. Nous avons également des solutions pour la partie remote access, accès distant, ou également la partie supervision du réseau, donc notamment Cinema Remote Connect et Cinec NMS qui ont également des fonctionnalités de sécurité. Et enfin, la partie service de cybersécurité qui est décomposée en 3 parties. La première partie sur l'évaluation de la sécurité, donc là on va parler des audits, donc ce sont des évaluations agnostiques, c'est-à-dire qu'on peut le faire dans des environnements multiconstructeurs. On va simplement suivre des méthodologies reconnues et internationales. Donc on peut accompagner des OIV sur leur démarche d'homologation. On peut faire des audits de sécurité selon différentes normes, des évaluations des risques et vulnérabilités, du scan de vulnérabilité, de la cartographie, comme je parlais tout à l'heure de la cartographie des assets, du consulting de manière plus générale. Et puis, on peut également implémenter des solutions un peu plus techniques, technologiques. Donc, on va retrouver l'implémentation de pare-feu pour, par exemple, créer des DMZ ou pour faire de la segmentation réseau. On peut durcir les équipements, les endpoints au travers de listes blanches ou d'antivirus. On a des solutions de sauvegarde et restauration, des stations de décontamination également. Et puis enfin, le dernier axe, ce sera la gestion de la sécurité. Donc là, ce sont des solutions plus sur le long terme, plus pérennes sur la partie sécurité, où l'objectif est de surveiller et de maintenir cette sécurité dans le temps. Donc, par exemple, au niveau d'installation de sondes de détection d'anomalies, la supervision de la sécurité industrielle, donc ça c'est du SIEM, c'est-à-dire la remontée de data
vers ce qu'on va appeler un Security Operations Center, un SOC. La gestion de vulnérabilité au travers du CERT, la gestion des patchs, donc les correctifs, et puis également des contrats de service pour assurer, par exemple, le maintien en conditions de sécurité au travers du package de services CIMATIC, donc notamment pour les S7 1500. J'en ai terminé avec cette présentation. Vous n'hésitez pas, si jamais vous avez des questions, je reste à votre disposition et vous pouvez me contacter.